Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct et en public depuis la salle synodale à la maison diocésaine d'Angoulême pour l'émission spéciale de restitution des cahiers d'espérance. Émission spéciale en effet, car il s'agit ce soir de remettre à Monseigneur Gosselin, ainsi qu'aux élus et aux responsables de la société civile ici présents, le résultat et les synthèses des 6 débats ayant eu lieu sur le territoire de notre département. Cela sous la forme d'un cahier d'espérance de 65 pages, apportant ainsi une contribution originale au grand débat qui anime nombre de nos concitoyens dans notre pays. Je vous rappelle que ceux qui découvrent notre émission de ce soir, ce cahier d'espérance a été réalisé à l'initiative de notre radio associative locale RCF Charente et du diocèse d'Angoulême, répondant à l'appel des évêques de la Conférence épiscopale de France, demandant aux chrétiens et plus largement à nos concitoyens de réfléchir sur le mal-être de notre société sur la base de 5 questions: les causes, les moyens, les lieux, le bien commun et l'espérance. Pour cela, 6 émissions ont été réalisées en direct sur les 5 doyennés de notre diocèse, et comme disait Denis tout à l'heure, à Barbezieux, Soyaux, Ruffec, Roumazières et Cognac, réunissant au total une trentaine de débatteurs de tous horizons et plus de 200 participants. L'originalité des questions proposées par les évêques donne des résultats différents, décalés et complémentaires par rapport aux autres initiatives du grand débat national. Je tiens ici à remercier le diocèse et à travers lui Monseigneur Gosselin, les doyens, les prêtres religieux, religieuses, de même que tous les membres de notre comité de pilotage, ceux de notre club partenaire, tous les débatteurs, de même que les élus et les membres de la société civile qui nous font l'amitié d'être ici présents ce soir et le nombreux public. Vraiment un grand merci à toutes et à tous et à vous qui nous écoutez sur les ondes d'RCF Charente. Pour cette ultime émission de restitution des cahiers d'espérance, nous avons derrière nos micros, dans l'ordre de leur intervention, M. Jacques Thibault, retraité militant syndical, Mme Valérie Simon, professeur, M. Nicolas Boussuge, directeur d'un site industriel, M. Jean-Louis Ney, ancien journaliste et président de notre radio RCF Charente, et M. Laurent Morin, prêtre, doyen du Grand Angoulême et historien. Chacun va, à la suite, nous donner la synthèse d'une des 5 questions posées par les évêques au cours des 6 débats. Les débatteurs, à la suite de cette synthèse, pourront réagir à ce qu'ils auront entendu. Ensuite, à partir de 20h, nous laisserons la parole à la salle pour réagir en direct. Alors, nous commençons maintenant par la restitution de la première question, à savoir quelles sont les causes du malaise actuel et les différentes formes qu'il a prises. Je donne immédiatement la parole à M. Jacques Thibault. Bonsoir Jacques. Bonsoir et merci. Cette première question a été la plus longuement débattue dans tous les débats. Elle comporte en fait 3 parties. 1, les causes principales du malaise actuel. 2, leur hiérarchisation. Et 3, les questions de la violence. Alors disons tout de suite que ce dernier point, la violence, a été très peu traité. Unanimement condamnée, évidemment, certains ont trouvé qu'elle n'était pas représentative du mouvement, d'autres qu'il y a d'abord une violence sociale, qu'elle n'était pas d'un seul côté, et d'autres encore qu'elle est inhérente à toutes les luttes sociales. Les interventions ont donc porté surtout sur les causes, en les hiérarchisant ou pas, et j'y reviendrai. Partout, dans tous les débats, il a été question de la situation économique et sociale, en particulier du pouvoir d'achat et d'un vécu douloureux pour beaucoup de personnes. Salaire insuffisant, précarité, chômage, prix des carburants, augmentation de la CSG pour les retraités. Christelle nous dit par exemple des salariés qui ne peuvent plus assurer leurs premiers besoins, vivre, manger, se bouger. Ces difficultés à vivre sont ressenties d'autant plus fort qu'elles sont mises en relation avec l'accroissement des inégalités. Des pauvres de plus en plus pauvres, des riches de plus en plus riches. Ont été abordées également des fractures sociétales et humaines, avec des familles déstructurées, des pertes de repères, Internet et les réseaux sociaux qui véhiculent le meilleur et aussi le pire. Tout cela, nous dit-on, entraîne des pertes de sens
et de valeurs. Il a aussi été question des services publics dégradés, voire absents, et c'est particulièrement ressenti dans les territoires ruraux. L'éducation et la santé sont les deux domaines qui sont cités le plus souvent. À ces causes que l'on pourrait qualifier de matérielles, le mépris, le manque de considération sont revenus très forts et de différentes manières dans tous les débats. Sont ensuite venues des causes directement politiques, voire institutionnelles. La verticalité de la Ve République est beaucoup trop forte, nous dit Michel. On est dans un système descendant. Tout est décidé d'en haut. Il y a une perte de confiance dans les politiques, président de la République en tête, mais également envers les parlementaires. Les gouvernements ont marginalisé, méprisé les corps intermédiaires, syndicats, associations, voire élus de proximité. Enfin, c'est le système économique lui-même qui a été fortement mis en cause. La production économique est orientée vers la finance, on produit plus et on jette plus alors que les ressources de la planète sont limitées. L'homme est devenu une variable d'ajustement. Si on veut avancer, il faut remettre en cause les règles du libéralisme. Un dernier mot pour terminer, la hiérarchie des causes. J'avais dit que j'y reviendrai. Certains intervenants ont su distinguer des causes premières ou fondamentales et des causes secondaires ou encore déclencheuses, nous a-t-on dit. D'autres ont refusé de hiérarchiser, parlant d'accumulation. Après avoir lu et relu les synthèses, voire réécouté les débats, je retiendrai plutôt cette vision. Oui, depuis de très nombreuses années, les mécontentements, les frustrations, les difficultés de toutes sortes et le mépris ressenti se sont accumulés et, je dois dire, même conjugués. Quelle société voulons-nous? C'est la question finale, finalement, qui se pose à partir de cette première question et les suivants vont sans doute apporter des réponses. Merci Jacques pour cet éclairage, cette synthèse de la première question. Vous n'aviez pas la tâche forcément la plus facile, elle était un peu sombre. Donc, est-ce que l'un ou l'autre veut réagir ou poser une question à Jacques? Nicolas. Alors, Nicolas Boussuge. Je vais me lancer. Allez, lancez-vous. Les causes sont venues assez nombreuses, en fait, et plus facilement quand on essaye de débattre, on voit toutes les difficultés. Et j'avais envie de soulever dans les causes, qu'est-ce qu'on serait prêt à changer, on va dire, nous-mêmes. Quand on parle de mépris, est-ce qu'on, par moment, on n'est pas en train de mépriser les autres? Et aussi, là, je suis collé dessus, je n'ai pas l'habitude. Et aussi, comme il faut faire des concessions, de réfléchir à quelles concessions on serait prêt à faire pour faire avancer les choses. C'est une question que j'avais envie de poser. Mais ça n'appelle pas forcément de réponse. Jacques. Non, ça n'appelle pas de réponse dans les termes où c'est posé là. Il y a parfois, on va jusqu'à dire de quelle liberté on pourrait être privé. Et là, par contre, j'aurais une réponse parce que je pense que si on parle de privation de liberté, de tout temps, dès que l'homme s'est mis en société, je pense qu'on a restreint un certain nombre de libertés. Dans les commandements tels que Moïse nous les a retranscrits, il me semble qu'il y en a un où on dit « tu ne tueras point ». Et aujourd'hui, on a un système économique qui tue des hommes, des femmes, des enfants, et qui tue y compris le monde dans lequel on est, la nature, je veux dire. Donc là, c'est plus une question de privation de liberté. Il faut se priver de ces libertés-là. On n'a plus les libertés d'exploiter à tout va, de faire toujours plus d'argent si c'est au détriment du bien commun. Voilà, il me semble que ça, c'est pas possible. Merci de cette réponse forte, Jacques Thibault. Alors, s'il n'y a plus de questions, là du moins, au sujet de cette première synthèse, je vais passer la parole à Madame Valérie Simon pour la deuxième question qui était « Qu'est-ce qui pourrait permettre aux citoyens de notre démocratie de se sentir davantage partie prenante des décisions politiques ?»
Tout à fait. Donc, suite à l'ensemble des débats, les réponses à cette question s'articulent autour de 5 thèmes. Dans un premier temps, une idée qui a été présente dans les six émissions est qu'il faut restaurer un climat de confiance, de dialogue, d'écoute et de respect. Mais ça a déjà été évoqué par Jacques, donc je n'y reviendrai pas. En lien avec cette première idée, il apparaît indispensable d'associer les citoyens au processus de décision afin qu'ils puissent se les approprier. Comme l'ont dit 2 participants, il faut remettre la décision au niveau où elle doit être prise, et ce sont les personnes qui ont les leviers qui doivent prendre les décisions. Le niveau local semble être un bon cadre. Il apparaît que la proximité des élus locaux, et plus particulièrement du maire, soit essentielle et reconnue par tous. Plusieurs propositions ont donc été faites. Des débats ouverts à tous avant les conseils municipaux, la mise en place régulière de réunions sur des thèmes fédérateurs, des créations de comités de quartier, voire d'assemblées citoyennes locales. On voit en fait que les personnes qui ont participé, qui se sont exprimées, ont besoin et envie de participer, de dialoguer et de pouvoir s'exprimer. Ces rencontres et ces débats pourraient faciliter le lien avec les élus et les instances qui peuvent paraître des fois un peu lointaines et peut-être permettre une meilleure compréhension des décisions qui sont prises. Pas forcément acceptation, mais au moins compréhension. Et c'est peut-être ce qui manque actuellement. Il apparaît également que la représentativité telle qu'elle existe actuellement est à questionner. Les règles de la vie politique doivent certainement évoluer, car la société de 2019 n'est pas forcément celle de 1969. Les débatteurs souhaitent que les processus de réflexion soient nettement plus remontants, ce qui a déjà été dit par Jacques. Le rôle et l'influence des maires, des députés sont à redéfinir, tout comme dans l'entreprise peut-être le rôle des délégués du personnel ou des syndicats et des syndicats. On attend de nos élus qu'ils rendent compte de leurs décisions, quant à leurs actions, quant aux décisions qu'ils ont prises et quant à l'argent qu'ils ont dépensé. Il faut de la transparence et des messages qui soient lisibles et cohérents, et j'ajouterais de la pédagogie. Lors des échanges a été également régulièrement évoquée la notion de vie démocratique. Un souhait de démocratie directe ou participative apparaît clairement. Ont été proposés, donc je vous liste un peu ce qui a été dit dans l'ensemble des débats, une représentation proportionnelle, un mandat unique, une réflexion sur le statut et les avantages des parlementaires, la suppression du Sénat, la transformation du Conseil économique, social et environnemental en une chambre citoyenne et la création d'un référendum d'initiative citoyenne délibératif. Comme l'ont dit de nombreux participants, nous arrivons à un point limite du fonctionnement de nos institutions. La vie démocratique est donc à renouveler dans la forme comme dans le fond. Mais tout cela ne se fera pas sans l'implication des citoyens. Le mouvement des Gilets jaunes a mis en lumière le besoin de lien social. Et comme l'a dit Anaëlle à Barbezieux, il faut retrouver les places de village où on se parlait jadis. Les associations et paroisses ont leur rôle à jouer dans ce lien social retissé. Il est préconisé de développer, par exemple, le bénévolat. Les médias, également, ont un rôle intéressant à jouer en valorisant davantage ce qui fonctionne bien, ainsi que toutes les initiatives positives, car nous avons besoin de messages optimistes. Le dernier point concerne l'éducation des jeunes, car les jeunes d'aujourd'hui sont les jeunes adultes de demain et les citoyens de demain. Il est donc nécessaire de les éduquer à décoder l'information, il est nécessaire de leur apprendre à débattre, et il faut les associer à la vie municipale, afin qu'ils deviennent des acteurs impliqués et formés. Timothée, à Barbezieux, par exemple, qui a été membre du conseil municipal junior, nous a dit « Les conseils municipaux de jeunes incitent à s'engager et font comprendre la complexité de prendre en compte les envies de chacun. » Donc, pour résumer les thématiques formulées pendant ces rencontres, restaurer un climat de confiance, associer les citoyens en prise de décision, réfléchir à une nouvelle forme de vie démocratique, impliquer les citoyens en créant du lien, et enfin, accentuer l'éducation à la citoyenneté des jeunes Français.
Merci Valérie. Valérie Simon, est-ce que quelques-uns d'entre vous ont envie de prendre la parole? Jean-Louis Ney. Oui, Valérie, j'ai noté dans ce que vous avez dit qu'il fallait restaurer un dialogue et un dialogue confiant. Effectivement, la confiance est la condition du dialogue. Et dans ce que vous avez pu voir des synthèses, qu'est-ce qui pourrait contribuer à restaurer cette confiance? Parce qu'il semble bien qu'il y ait quand même une vraie rupture de confiance entre les citoyens et leurs représentants. Alors, il n'y a pas eu forcément de propositions concrètes pendant les débats sur la restauration de ce lien de confiance. Donc là, je vais plutôt parler à titre personnel. Donc, en ce qui me concerne, je pense que la notion de confiance, elle est liée à la pédagogie. Et peut-être parce que je suis enseignante, voilà, je pense. Mais je trouve que pour que la confiance s'installe, il faut que les choses soient expliquées. On n'est pas forcément d'accord avec ce qu'on nous dit, on peut débattre, mais encore faut-il avoir des explications peut-être un petit peu plus soutenues. Je pense que le fait de rendre des comptes régulièrement peut aider aussi à rétablir la confiance, puisque quand on vote pour une personne, voilà, les mandats sont de 5 ou 6 ans selon les mandats locaux ou nationaux. Et il peut se passer beaucoup de choses en 5 ans. Donc rendre des comptes, voilà, l'obligation pour les parlementaires peut-être de faire des comptes rendus réguliers, venir à la rencontre des citoyens pour qu'on puisse échanger. Et puis surtout prendre en compte l'évolution de la société. Parce que 5 ans, c'est court, mais il se passe aussi beaucoup de choses en 5 ans. Voilà, je pense que ce qui se passe en 2019, ce serait peut-être pas passé en 2014. Donc il faut que les élus prennent le pouls régulièrement, et ça peut aider à rétablir la confiance. Et puis, en ayant réfléchi aussi un petit peu à ça, moi, à contrario, je pense que l'opposition classique gauche-droite, ou droite-gauche, comme on veut, moi, me semble stérile. Et entraîne des politiques un peu girouettes qui peuvent déstabiliser le citoyen lambda que nous sommes, puisqu'on a l'impression que les politiques aiment bien détricoter ce qui a été fait, et tout ça n'aide pas à la confiance. Voilà. Merci Valérie. Une autre question? Non. On va passer maintenant à la troisième question. Je vais passer la parole à monsieur Nicolas Boussu. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute d'RCF Charente et nous sommes dans l'émission Les Cahiers d'Espérance. Et ce soir, c'est la restitution et la synthèse des 6 débats qui ont eu lieu en Charente. Alors, Nicolas, la question, vous avez fait la synthèse, c'est quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation ? Oui, donc c'est une question en 2 temps. Comme il y a eu beaucoup de réponses et beaucoup de participation, on peut répondre aux 2. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a du concret sur les lieux. C'est beaucoup de choses qui existent déjà dans ce qui a été cité. Donc à commencer par à proximité les mairies, avec les manifestations qui peuvent se faire dans les salles des fêtes. Les centres sociaux aussi ont été cités. Les comités de quartier ont déjà été évoqués juste avant. Les clubs de sport aussi, et les associations en général. Un peu moins citer les entreprises avec la diversité des gens qui se voient tous les jours. Et des cafés citoyens aussi ont été cités à plusieurs reprises. Alors l'église avec sa position au centre du village a été aussi citée. Et les services publics où on a l'occasion de rencontrer des gens. Donc pour les lieux, c'est rien de nouveau, on va dire, dans ce qui a été proposé. Et pour les corps intermédiaires, on les retrouve dans les mêmes lieux, en fait. Et la question qui a été associée, c'est plutôt comment on fonctionne à l'intérieur de ces lieux et qu'est-ce qu'on peut bouger, en fait, dans le fonctionnement des corps intermédiaires pour qu'on puisse avancer vers la participation des citoyens. Donc, les élus municipaux de proximité ont été cités comme ayant une action favorable, on va dire, à la participation. Il y a eu des choses, on a parlé des conseils de jeunes, mais aussi de projets, de consultations sur certains projets en amont. Sur les demandes aussi, c'était de laisser la parole. Alors là, c'était sur un exemple des scouts, où on faisait parler les plus petits, même s'ils n'ont pas la maturité pour aller réfléchir très très loin, au moins on entend leurs paroles et chacun met un peu de pluralisme, on va dire, dans la discussion.
laisser la parole aussi aux plus faibles, parce qu'ils ont du mal à venir spontanément. Donc, en profitant de toutes ces occasions-là pour faire un petit peu différemment, peut-être pas forcément les plus à l'aise à la tribune et entendre d'autres. Il y a aussi, c'était cité une ou deux fois et peu sur Valérie parlait de la politique, mais il y avait le côté syndicat où on disait que les syndicats n'avaient pas été forcément aidés récemment dans la participation. Et en même temps, on attend, on parlait de jeu de rôle dans un des débats, de changer de posture. C'est un peu la même idée que la droite-gauche. La notion de redonner de la proximité aussi. Donc, ça a été situé au niveau des députés en disant faites remonter, soyez plus proche du terrain, dans certaines citations. L'idée aussi que les petites villes aussi aient plus leur place à côté des grosses agglomérations. Donc, on entend l'avis des gens qui sont un peu plus à l'écart. Et de manière générale, de participer à des débats en amont des décisions pour être plus à l'aise dans la participation. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà dit et ce qu'on attend en fait des différents corps intermédiaires dans les lieux qu'on citait. Un point qui est ressorti aussi, qui peut être intéressant, citer les services publics comme un lieu de rencontre avec d'autres personnes. Peut-être qu'il faut s'interroger sur le contact qu'on a de plus en plus de machines et de garder une part d'humain aussi dans ces services publics. Et dans le cadre familial aussi, la famille a été citée à de nombreuses reprises en disant la famille, elle existe, il y a beaucoup de familles perturbées, monoparentales et autres, et en même temps, c'est quand même un cadre qui est là. Et peut-être qu'on dialogue de plus en plus avec des smartphones qu'avec sa propre famille, peut-être réfléchir à ça. En éduquant à la citoyenneté, donc ça c'est le rôle de l'école qui a déjà été cité. Donc, dans les débats, ça a été rappelé. La notion d'éducation civique est des fois discutée avec où on va, où on ne va pas. Mais des conseils de jeunes, c'est des exemples qui ont bien fonctionné. À Ruffec, on était dans une école, on a vu l'engagement des enseignants. Le dernier point dans l'entreprise, d'avoir un dialogue différent, de ne pas forcément être dans le combat, et aussi de participer entre entreprises, c'était cité aussi à Ruffec, de ne pas laisser les employeurs ou les gens qui ont des responsabilités tout seuls, essayer de travailler en mutualisant des choses. Et pour l'Église, ce qui a été mis, c'est de redonner du sens. Donc, d'essayer de replacer le sens pour chacun d'entre nous dans un monde qui est plutôt individualiste. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du côté liberté et consumériste surtout. Donc, où on est plus sur le matériel que sur le sens. En tout cas, pour ressortir, c'est une synthèse. Donc, en conclusion, pour reprendre, c'était une idée émise par un des participants. On peut le faire à peu près n'importe où, à partir du moment où on met de l'écoute, du dialogue, et que chacun se sente utile et à sa place dans la discussion, tout en saisissant toutes les opportunités d'échanger dans toute la diversité qu'on peut avoir. Merci Nicolas Boussuche pour nous avoir fait cette synthèse sur les lieux et les corps intermédiaires. Est-ce que quelqu'un d'entre vous souhaite poser une question sur la synthèse de Nicolas ? Alors, oui, voilà, Laurent Morin. On entend bien justement cette importance des corps intermédiaires qui a été soulignée dans cette synthèse, mais justement on constate aussi que beaucoup d'entre eux sont critiqués, voire en crise. On peut citer les grands médias qui sont critiqués souvent comme trop proches des grands intérêts, l'Église qui a quand même beaucoup de problèmes internes actuellement et qui s'est souvent d'ailleurs refermée ces dernières années, l'éducation qui voudrait avoir plus de moyens, les élus parfois trop loin des préoccupations du peuple, du moins c'est ce que l'on entend ici et là. Comment alors répondre à ces défis d'aujourd'hui si la confiance n'est plus là envers ces corps intermédiaires? Et on pourrait allonger la liste, je crois. Nicolas. Là aussi, en réponse concrète, il y a des grandes idées. C'est toujours plus compliqué d'avoir des idées pragmatiques, on va dire. Donc je pourrais faire comme Valérie, dire ma position personnelle là-dessus, on sait qu'il faut changer quelque chose puisque la majorité n'est pas satisfaite de ce qui se passe.
Moi, j'aurais juste un truc très très simple, c'est essayer de faire différemment, d'aller rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, d'aller dans ces lieux-là, ils existent. Quand on a l'opportunité, qu'on reçoit une invitation ou autre, d'y aller, même si on n'est pas spécialement intéressé, on peut tomber sur quelqu'un d'intéressant, puis faire sa part. En fait, moi, je verrais. Puis les élus, on entend les maires aussi qui n'ont pas trop envie d'y aller, peut-être aller filer un coup de main ou essayer de proposer des choses. Je connais un peu le monde associatif, se remettre en question aussi dans l'associatif. On a des retraités qui sont actifs maintenant, qui sont en meilleure santé, qui ont envie aussi de voyager, donc pas forcément de s'engager sur toute l'année. Et ça, c'est en président d'association, on peut peut-être juste prévoir de filer un coup de main une après-midi, et puis on se sent utile et on voit du monde pour donner des petites idées pragmatiques. Merci. La rencontre. Jean-Louis Ney, vous vouliez poser une question à Nicolas dessus. Pour faire peut-être poser une question, Nicolas pourra peut-être répondre, mais faire une remarque. Ce qui a été très frappant, vraiment très frappant dans ces différents débats, les 5 débats, et où que ce soit à Ruffec, à Barbezieux ou aux 4 coins du département, c'est que partout sur ces 2 questions des moyens et des lieux, est apparu très clairement que ces moyens et ces lieux, ils existent. Et donc la question, c'est peut-être la manière dont ces lieux fonctionnent, mais ils fonctionnent quand même. Je pense que Jacques, qui a été syndicaliste et qui l'est toujours, il nous l'a répété tout à l'heure, peut en être la preuve vivante, c'est que ces lieux existent et on y fait des choses. Donc c'est peut-être pas trop leur mode de fonctionnement qui pose question, c'est l'engagement. Et tous les gens qui étaient dans les débats étaient des gens engagés dans l'associatif. Et vraiment, le gros message d'espoir qui ressortait, me semble-t-il, je parle sous le contrôle de Jean-Michel, c'est que ces lieux, ces moyens existent, emparons-nous-en. Voilà. Oui. Et vraiment, les débatteurs qui étaient là en étaient des exemples, c'était vraiment très réconfortant. C'est sorti souvent, effectivement. Absolument. Partout les lieux, ils existent, il faut en profiter pour faire de la rencontre, Nicolas. Et puisque Jean-Louis Ney avait le micro, je vais lui laisser pour la 4e synthèse qui est autour de la question: quel bien commun recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner vers l'avenir? Tout un programme, Jean-Louis. Alors, le bien commun, j'ai beau être journaliste, ce n'est pas un scoop que je vais vous donner. Le bien commun le plus cité, c'est évidemment la planète. C'est cette terre sur laquelle nous vivons et qui est évidemment notre bien commun à tous. C'est ce qui est venu en premier, mais avec une dimension également là que j'ai trouvée intéressante parce qu'elle nous porte vers l'avenir. Tout le monde a dit, c'est la planète, et la planète, c'est la nature, l'écologie, etc. C'est un sujet qui peut être fédérateur, qui peut remobiliser notre société. Ça a été dit des tas de fois, pratiquement dans chacun des débats. Notre bien commun, c'est la planète, et c'est ce qui peut nous rassembler. C'est un sujet sur lequel on peut travailler ensemble. Et ça, c'est vraiment, je crois, on est presque sur la 5e question de l'espérance. Voilà. Donc je peux citer ce qu'a dit Gabi, c'est Gabi qui a dit au-dessus de nos petits soucis personnels, fédérateur, parce que ça peut dépasser les frontières nationales, mais aussi les frontières entre chacun d'entre nous. Voilà. Donc le premier point, c'est ça qu'il faut citer. Je voudrais dire aussi un autre témoignage d'une personne lors d'un des débats, c'est Alain, qui disait que cette planète, c'est une belle raison de croire, d'espérer et d'avancer ensemble. Voilà ce qui peut résumer le côté fédérateur du thème de la planète. Alors, en deuxième, on va dire bien commun qu'on peut partager, c'est le partage lui-même, l'écoute, le débat, ce qu'on est en train de faire. Il faut bien sûr prendre soin de la planète et replacer l'homme dans cette planète. Mais si on veut avancer, il faut regarder à la fois l'homme et à la fois le global. Thierry nous a dit, il faut regarder les deux, agir dans les petites choses pour agir dans les grandes. Et puis je vais reprendre une citation qui a été avancée par Michel à Cognac. Chacun d'entre nous ne portait qu'une partie de l'intérêt général. Ils défendaient tous légitimement leurs intérêts particuliers et l'intérêt général était à construire ensemble. Ça, c'est Jean Monnet. On peut penser ce qu'on veut de l'Europe, mais le projet était quand même beau et lui aussi fédérateur.
Alors des exemples il y en a plein. On pourrait parler des potagers partagés, de la communauté d'Emmaüs, qui est un exemple vivant de ce qu'on peut faire ensemble avec au départ rien. L'abbé Pierre, on part de rien et on fait des choses ensemble. Et en faisant des choses ensemble, on arrive à avancer. Voilà. Alors, je reviens sur le côté humain et je vais encore citer Michel, qui est au deuxième rang là. Évidemment, l'humain, c'est notre bien commun. Mais il nous a un peu choqués à Cognac, Michel Adam, parce qu'il a dit l'humain, oui, il faut mettre l'humain au centre, mais moi je suis moitié d'accord avec ça. Je ne suis même pas d'accord du tout d'ailleurs. Alors on lui a dit comment, qu'est-ce que c'est, pourquoi pas l'humain au centre? Et là, il a apporté une nuance. Il faut mettre l'humain au centre, mais il faut mettre l'humain dans la création. C'est-à-dire l'humain n'est qu'un élément de la création. Et donc ce qu'il faut respecter, on revient encore là sur le en même temps d'ailleurs, sur la dualité, il faut respecter l'humain, mais il faut aussi respecter la nature qui le fait vivre. On entendra Michel dans la vidéo d'ailleurs tout à l'heure. Voilà, on va l'entendre dans la vidéo parce que j'ai trouvé que c'était intéressant. Alors l'homme, quand même, si on revient à lui, évidemment, ce qu'on doit viser en premier, c'est l'épanouissement de l'homme. Et Gabi nous dit qu'on doit veiller à son épanouissement dans toutes ses dimensions, bien sûr, sociale, affective, matérielle, professionnelle, spirituelle. Et justement, l'humain, ce n'est pas seulement matériel. Et là, c'est Timothée, 17 ans, qui était notre plus jeune débatteur, qui nous a dit, j'ai trouvé ça super, parce qu'il a dit, il faut prendre bien sûr en compte pour l'humain l'idée d'avoir le sentiment de bien-être pour chacun des humains qui constituent l'humanité. Et puis, pour le bien-être, il disait, il faut aussi un peu d'utopie. Et ça, dans la bouche d'un jeune, c'est effectivement très, très réconfortant. Pour conclure sur l'humain, nos collègues ont tous dit qu'il faut revenir à l'idée que chacun d'entre nous doit être acteur dans la société, l'engagement dont je parlais tout à l'heure. Et puis là, mon voisin a fait une remarque lors de notre premier débat, donc le père Morin. Il a dit, si on veut avancer, il faut voir les choses à long terme. Et c'est un des problèmes, parce que les mandats sont de 5 ans. Et puis, les élus ont peut-être tendance à raisonner à plus court terme, en tout cas à échéance de 5 ans. Et le père Morin faisait la remarque, il disait, on parle beaucoup plus de la Seconde Guerre mondiale que du XXIe siècle. On ne parle jamais du XXIe siècle. Or, on est à égale distance des deux. Est-ce qu'on s'en rend compte ? Donc, réfléchissons à long terme. Et on rejoint encore la planète, la protection, etc. Et puis, je vais donner les derniers éléments assez rapidement. Eh bien, un autre bien commun, c'est nos enfants et nos petits-enfants. On travaille tous pour ça, bien évidemment, les générations futures. C'est le bonheur qu'on ne doit pas définir comme l'idée que toujours plus, c'est forcément toujours mieux, et que quelquefois, il faut d'abord se poser la question du sens. Et quand on parle de l'argent, il y a quelqu'un qui a dit, alors je n'ai pas noté son nom, mais il faut faire quoi ? Il faut que l'argent aille au bonheur des gens. Voilà. Savoir voir le beau aussi, ce qu'on a partagé, c'est tout ce qui est magnifique qu'on voit autour de nous. Alors le beau dans la nature, mais aussi le beau dans les initiatives qui nous entourent. Ce qui a été frappant aussi là, pour tous les débatteurs qui étaient engagés, c'est que partout, moi je voudrais un message d'optimisme, puisque c'est l'espérance, mais c'est non seulement l'espérance, mais l'optimisme, c'est-à-dire que partout, dans les 5 débats qu'on a vus, on a vu des gens qui prenaient des initiatives en faveur des migrants, pour le maraîchage bio, pour une agriculture propre, etc. Ça prouve que tous ces gens sont en mouvement, et donc ça, c'est aussi notre bien commun que de travailler pour le beau. Et puis, les 2 derniers éléments, c'est évidemment la paix. Les gens ont rappelé quand même que c'est un bien qu'on a et dont il faut prendre soin. Et puis nous qui sommes chrétiens, un bien commun entre nous tous, c'est notre foi. Et donc ça, c'est aussi l'espérance, ce qui va peut-être permettre de faire le lien avec la 5e question. Oui, et d'abord, si quelqu'un veut vous poser une question, Jean-Louis, non ? Ou pas. Oh, oui, on va prendre le temps. On a dépassé un peu, mais ça fait rien. Simplement, alors, c'est parce Jacques que... Thibault. Oui, pardon. C'est parce que j'avais soumis ces 5 questions posées par les évêques au mois de décembre à un copain qui m'avait répondu à cette question-là, ce qui me semble qui pourrait fédérer largement, c'est un vrai plan pour éradiquer la pauvreté. Et alors, je suis conscient que ce n'est pas forcément venu de cette manière-là et avec cette force-là dans les débats, mais c'est venu de différentes manières. Tu l'as dit, enfin, vous l'avez dit, pardon, Jean-Louis, vous l'avez dit tout à l'heure. Et il me semble qu'est venue aussi la question de l'accueil des migrants.
qui me semble être quelque chose de fondamental. Alors c'est venu souvent la question des migrants parce que beaucoup de paroisses de doyennés accueillent des migrants sur leur sol, que ce soit Barbezieux, mais que ce soit aussi Angoulême, que ce soit Confolens. Jean-Louis, une chose à rajouter? Rien à déclarer. Alors, après cette vague d'optimisme, il y a Valérie qui veut dire quelque chose. Valérie Simon. Oui, moi je voudrais revenir sur le bien commun qui est la planète. Et il y a une citation de Gandhi que j'aime bien qui est « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et en fait, il faut commencer chacun par faire des petits pas. Et j'aimerais citer donc Greta Thunberg, la jeune Suédoise dont vous avez sans doute entendu parler, qui a commencé toute seule à faire un petit pas et à se dire un vendredi après-midi, je n'irai pas à l'école parce que pourquoi aller à l'école si je ne suis pas sûre d'être toujours sur cette planète dans 15 ou 20 ans. Et elle a commencé toute seule, elle a fait son petit pas toute seule. Et écoutez, vendredi 15 mars, c'est-à-dire dans 2 jours, il y aura une immense, j'espère immense, marche des jeunes pour justement lutter contre une marche climatique que les politiques, j'espère, vont entendre. Donc, d'un petit pas d'une jeune Suédoise là-haut, on arrive à une marche internationale de milliers de jeunes, voire de millions de jeunes, qui vont se fédérer sur ce problème. Et voilà. Et moi, je suis très contente parce que ce matin, j'ai discuté avec des élèves. Je suis professeur en lycée et j'ai discuté avec des élèves qui participeront à cette marche. Et on a eu une discussion très très intéressante sur ce bien commun, oui, qui est la planète, pour laquelle il n'y a pas de plan B. Alors Jacques, vous voulez réagir aussi? Juste pour rajouter que le lendemain, le samedi, à 14h, à la place du Champ de Mars, je vois là-bas un militant d'Attaque qui me dit, voilà, et puis d'autres, de plein d'organisations qui appellent aussi à une manifestation sur le même sujet. Bien. Alors maintenant, nous allons passer la parole au Père Laurent Morin pour la dernière question, cette synthèse qui est: quelles sont les raisons d'espérer que vous souhaitez transmettre à vos enfants ou à vos petits-enfants? Pas vous, Père Morin, bien sûr, mais à ceux qui vous sont proches. Oui, alors moi je serais tout à fait dans la ligne des interventions précédentes. Jean-Louis Né le disait tout à l'heure, nous sommes vraiment déjà, avec ce que l'on vient de partager, dans ce mouvement d'espérance pour l'avenir. Alors moi j'ai regroupé en cinq thèmes les réponses avec les citations justement de quelques intervenants. Le premier, c'est se mobiliser, se parler, être acteur dans la société. Voilà, l'inverse de l'isolement, l'inverse du chacun chez soi, chacun pour soi. On l'a entendu, la première raison d'espérer, c'est ce qui se passe aujourd'hui, cette mobilisation des citoyens, un dialogue qui renaît entre eux au niveau local, c'est déjà un bon signe d'espoir, dit un participant. Un autre dit, on est dans une situation où les choses négatives font que des gens se lèvent, veulent changer des choses, résistent. Un autre rajoute, la France est riche de bonne volonté, mais éreintée par l'individualisme. Et c'est l'engagement qui apparaît comme l'antidote à ce mal, à la suite, bien sûr, de grandes figures, mais aussi peut-être de gens ordinaires, anonymes de nos quartiers, de nos villages. On est obligé de s'entendre pour résoudre des problématiques environnementales, revient Éric, on l'a dit à l'instant. Pour aussi se rapprocher de tous les citoyens, il faut développer plus de fraternité, rajoute David. Deuxième thème, les initiatives qui se prennent, des initiatives qui se prennent ici ou là et qui sont ces sources d'espérance parce qu'elles sont sous nos yeux. Nous devons mieux voir justement, est-ce qu'on les voit vraiment? Est-ce qu'on voit tout ce qui se passe de positif autour de nous? Soulignent beaucoup d'intervenants. Mettre en commun toutes ces petites initiatives que prennent tant de personnes qui œuvrent pour le bien commun. On peut citer des associations, on a cité l'exemple dans le dialogue interreligieux de Pierre Mohamed David et les autres, justement, qui met en avant la fraternité entre les origines, entre les religions, entre les peuples, plutôt que ce qui nous divise. Il suffit aussi de regarder les gens qui déjà font individuellement, à leur petite échelle, des choses différemment. Pour, par exemple, la culture bio, aujourd'hui,
Comment faire, par exemple, du cognac autrement? Quelques viticulteurs qui cultivent en bio, même si cela rapporte pas davantage, rappelle Jacques. Il y a un certain nombre de gens qui changent leur manière de faire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas toujours de débouché politique à cela. Évidemment, hein, si on a ces espérances de changer ponctuellement et qu'ensuite ce n'est pas relayé comme on pourrait l'attendre de façon légitime, de façon juste, on risque d'être déçu. Alors qu'aussi les enjeux sont bien vus à l'échelle mondiale. Le local est en lien avec la mondialisation, avec des répercussions bien sûr internationales immédiates. Tout ce qui contribue donc à ces initiatives sont bien sûr source d'espérance, car ils permettent de changer le rapport entre les acteurs des territoires. C'est par exemple le cas des circuits courts rappelés, Gilles. Troisième thème, valoriser. Valoriser aussi bien ce qui fonctionne déjà bien dans notre société, ne pas oublier déjà tous les acquis. Deuxième valorisation, valoriser le progrès technique qui est en cours et qui se poursuit, qui doit se poursuivre, mais à condition qu'il reste vraiment au service de l'humain et de la planète. Et troisième valorisation, eh bien garantir un accès équitable à ces innovations qui sont bonnes, nécessaires. On parlait par exemple de la 5G. Voilà, comment est-ce que ça va être bon et nécessaire pour tout le monde? Quatrième thème, penser pour agir. Il faut bien sûr toujours réfléchir avant d'agir. C'est l'attitude fondamentale de l'ouverture qui est ici préconisée par beaucoup de débatteurs. Essayer de comprendre le monde tel qu'il est, sans a priori, s'ouvrir à la richesse des cultures, de la diversité des cultures. Aujourd'hui, mondialisation oblige, mais cela est une source d'espérance si on sait justement en capter le meilleur. Et passer du qu'en dira-t-on et de la bien-pensance à ce qui, justement, mérite d'être vécu ensemble, même si ça ne fait pas un accord général. Il y a, au-delà des discours formatés, il y a l'occasion de s'instruire à tout âge pour, justement, eh bien, vivre cette ouverture à l'autre. Et l'instruction est vue comme un point de passage obligé. Toujours dans cette réflexion pour l'action, l'histoire de notre humanité qui montre justement toujours la capacité de l'homme à inventer des solutions. L'homme s'est toujours adapté, il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas cette œuvre immense, colossale, qui nous dépasse finalement. Et enfin, retrouver des raisons de croire en soi, dans les autres, dans la société et dans l'avenir de notre humanité. Dernier point, l'espérance elle-même, si tant est qu'on puisse la définir, mettre la main dessus, elle nous dépassera toujours, mais quand même 3 ou 4 critères qui sont rappelés. Espérance, oui, mais à condition que tous, et bien sûr aussi, voire peut-être surtout les plus pauvres, puissent en bénéficier et leur place dans cette espérance. Deuxièmement, le fait de croire, mais croire en soi, croire dans l'autre, croire peut-être en un Dieu, mais être capable de se remettre en question et de rebondir avec cette croyance. Ainsi, nous serons davantage engagés, acteurs, dit l'un, ne plus subir, dit l'autre. C'est à nous de prendre la main et de dire à notre État qu'il faut des vraies politiques publiques sans coercition, répondre à la violence, non pas par la violence, mais au contraire par des décisions menées ensemble, pensées ensemble. Cela aussi, c'est notre espérance. Bref, l'être humain est capable d'amour, il a besoin de l'autre, de se retrouver, et c'est en recherchant la fraternité qu'il pourra, quelles que soient ses convictions, agir justement pour le bien commun.
Merci, Père Laurent Morin. Là, je ne vais pas laisser, à moins que quelqu'un veuille vraiment prendre la parole, mais on a pris un petit peu de retard, mais tout va bien. Maintenant, on va se détendre avec des images. Alors, pour nos auditeurs qui nous écoutent sur RCF Charente, ça ne va pas être très facile, mais il y a du son. Alors, vous pourrez vous imaginer. Ce sont des gens qui ont témoigné au cours des 5 et 6 débats que nous avons organisés dans l'ensemble de notre territoire, de notre doyenné de la Charente. Alors maintenant, je laisse la technique passer sur notre écran. Ce qui me semble avoir éclaté en premier, c'est le sentiment d'inégalité abusif. Je voudrais intervenir en tant qu'ancien, actuel entrepreneur et ancien dirigeant d'entreprises importantes. Je pense qu'à propos des causes du malaise actuel, ce n'est pas la seule cause, mais c'est une des causes importantes pour moi et qu'on ne souligne pas assez. Ce sont les règles du jeu de notre société. On s'est donné, on a rappelé Jean Monnet, qui était un homme remarquable à son époque, on s'est donné, nous, les Français, et nous surtout les Européens, des règles du jeu qui placent la liberté individuelle de chacun en haut de l'édifice. En France, la devise de la République est magnifique, elle dit liberté, égalité et fraternité juste après. Mais en Europe, c'est resté la liberté. Le libéralisme, c'est très bien, ça a plein de vertus, ça nous a donné beaucoup de richesses, beaucoup de pouvoir d'achat, beaucoup de moyens d'existence, mais qui sont très mal répartis, on le voit bien aujourd'hui. Et rappelons-nous, le libéralisme, c'est un renard libre dans un poulailler libre. J'en profite pour dire que je soulèverai tout à l'heure un débat que je jette aussi pour la salle, c'est quand vous dites qu'il faut remettre l'homme au centre. Moi, je pense que non. C'est fini. Il ne faut pas mettre l'homme au centre. Si vous lisez attentivement Laudato Si, et je l'ai beaucoup étudié, ce n'est pas l'homme qu'il faut mettre au centre. C'est l'homme dans son rapport à la création, pour parler comme le pape. Moi, je dirais à la nature, mais nous sommes d'accord. C'est donc notre relation avec les autres êtres vivants et notre sol qui est en train de foutre le camp qu'il faut mettre au centre, et pas uniquement l'homme. Les collectivités locales sont au plus près des préoccupations locales, et cet échelon-là est essentiel. J'avais aussi dit penser que, évidemment, ça commence par l'école et par les lieux d'apprentissage. Le milieu associatif également, peut-être que les entreprises pourraient l'être aussi, ces lieux qui permettent la participation de tous. Un conseil municipal des jeunes. Et ça, c'était vraiment, je crois, pour ces jeunes-là, une vraie plus-value. Et j'ai, moi, la chance, effectivement, d'avoir pu accueillir ces jeunes en formation. Et j'en ai encore en formation dans l'établissement. Et c'est vrai que ce sont des vraies valeurs qu'ils ont eues très tôt. Et aujourd'hui, on sent ces jeunes qui sont dans un engagement d'une autre nature. Ensuite, il faut redonner l'envie de porter des projets de toute nature, de redonner l'envie. Donc, si je devais garder un seul terme, ça serait celui-ci, c'est-à-dire lever les freins à l'usage. Alors ça passe, dans mon domaine, et pour ce que je représente ce soir, entre autres, ça passe par inciter à la création d'entreprises, inciter à créer toujours plus des richesses, de l'économie, des emplois. Moi, je pense tout de suite qu'il y a un bien commun qui nous appartient tous, c'est la terre sur laquelle nous vivons, et c'est la nature. Et je pense que ça pourrait être un sujet qui peut fédérer des gens ensemble. Parce qu'ils sont tous... aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions, c'est normal, on s'inquiète de l'avenir, de la planète, etc. Donc, quand on cherche des sujets à débattre tous ensemble, je me dis, ça, c'est un sujet très important où les gens se retrouveraient et on pourrait organiser, je pense, des temps d'échange autour de ça. Ça permet de sortir un peu de son petit souci personnel et puis de s'élever un petit peu à une autre vision et d'échanger là-dessus. Une chose qui me choque, c'est qu'on parle beaucoup, on cherche des solutions, mais si chacun, à sa place, faisait ce qu'il peut, on vivrait dans un monde bien meilleur. On se croise et on ne se voit pas. Vous croyez, on vit dans quel monde ? On a parlé de citoyens, on a aussi rappelé l'importance de la personne. Et il y a un mot que du coup on n'a pas utilisé, c'est le mot responsabilité. Parce que quand on est une personne, on est aussi responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de la façon dont on écoute, de la façon dont on parle. Quelle est notre part de responsabilité dans ce monde numérique, nous dit-on, mais c'est peut-être à nous de savoir si on veut qu'il soit aussi tout numérique ou pas, c'est notre responsabilité. Aussi notre responsabilité par rapport à la Terre, on en a parlé, mais je crois que c'est un des défis majeurs. Donc quelle est notre responsabilité dans tout ce qui va et dans tout ce qui ne va pas aussi ? Bien, voilà, c'était des témoignages vidéo enregistrés au cours de ces émissions. J'en profite pour vous dire que vous pourrez revoir même l'émission de ce soir et toutes les autres en vidéo et bien sûr en audio, en podcast sur notre site rcfcharente.fr. Alors,
puisque les images sont terminées, comme je l'avais promis, Monseigneur Gosselin, maintenant, qui nous accueille dans cette salle, va aussi réagir à cette synthèse de ces 6 débats, dont 5 dans nos 5 doyennés de Charente. Monseigneur Gosselin, c'est à vous. Ah, alors évidemment, le micro n'est pas branché, mais on va vous en donner un autre. Merci, Père Morin. Voilà, c'est du direct. Je me félicite en tout cas de cet accueil des cahiers d'espérance. Je crois que nous avons quelque part le pouls un peu de la Charente. Et je me félicite pour ce travail qui a été accompli en remerciant RCF d'avoir été à la fois la voix de l'Église, mais au service de tout un département, et pour ouvrir des espaces effectivement de parole. Je crois qu'on a un bon, si vous permettez l'expression, un scanner un peu de la vie et de la vie locale et de l'expression des Charentais. Je pense qu'on entend aussi dans cette synthèse l'élaboration d'une vision commune qui est, je crois, pleine d'espérance. Une vision qui s'élabore, qui ne peut que s'élaborer que progressivement avec le temps. Le pape le dit bien, le temps est supérieur à l'espace, on ne peut pas avoir tout de suite. Il faut initier des processus de changement. Voilà, en tout cas, voilà, je trouve que voici un slogan qu'on pourrait avoir, c'est on a envie, nous voulons vivre heureux et nous voulons vivre ensemble. Bon, j'ai bien aimé cette précision sur la place de l'homme. Alors, le pape nous parle d'une écologie humaine intégrale. Donc, c'est bien l'homme dans la nature. C'est en référence à Genèse 1. Et nous n'oublions pas également que le premier homme n'est pas resté tout seul. Et que le drame, c'est quand effectivement Caïn et Abel, justement, la division entre les frères devient meurtrière. Or, en même temps, je crois qu'il est déterminant de réaliser que nous avons des frères à côté de nous. Et ça, je crois que c'est capital, on l'a bien entendu. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que nous voyons, on l'a rappelé encore tout à l'heure sur nos mairies, égalité, fraternité et liberté. Alors, il faut en oublier aucun des éléments. Il faut aussi les décliner en termes de justice, en termes de solidarité. Et je crois qu'il y a un mot qui revient beaucoup, c'est ensemble. Tout ce qui divise, tout ce qui ramène l'individu et le repli sur lui-même est quelque part mortifère. Je veux dire, l'avenir de la Charente se fera ensemble, d'où l'idée effectivement de se rencontrer. En tout cas, moi, j'accueille avec beaucoup de joie je veux dire, presque commencement d'une élaboration d'une vision commune qui est tout à fait dynamique, avec aussi, je crois, ce service que l'Église peut proposer pour donner un peu de sa réflexion, et puis aussi d'un trésor qu'on a, à savoir cette doctrine sociale de l'Église. Le pape nous parle d'écologie, mais il y a aussi, il hérite de cette doctrine sociale de l'Église qui véritablement donne aussi des repères très clair que nous avons entendu ce soir. Et je trouve que la raison humaine retrouve aussi ce qui est le message aussi de l'Église, qui me réjouit beaucoup. En tout cas, je me félicite de pouvoir être en Charente où nous voulons être heureux et heureux ensemble. Merci, Monseigneur. L'Église, oui, a été souvent citée comme lieu, effectivement, et puis Gaudium et Spes, et puis Laudato Si, et bon, vous venez de citer la doctrine sociale de l'Église comme base de travail. D'ailleurs, beaucoup de gens travaillent dans le diocèse et ailleurs sur cette doctrine sociale de l'Église. Et puisque vous parliez de notre territoire de Charente, j'en profite pour saluer M. Jean-Michel Bolvin, président de l'Association des maires de Charente, qui vient d'arriver dans la salle. Voilà, alors maintenant, justement, les questions, les contributions, c'est à la salle. Vous êtes nombreux ce soir. La parole est à vous. Alors, qui est-ce qui aimerait réagir ? Je salue aussi, comme je l'avais dit tout à l'heure, M. Michel Boutan, sénateur de la Charente, qui vient d'arriver. Et première question d'un monsieur au fond de la salle. Oui, merci, Hervé Angoulême. Bravo pour cette restitution qui est extraordinairement fidèle, je pense. Moi, je n'ai pas pu participer à ces débats-là, mais j'avais répondu par mail et j'ai retrouvé quasiment tout ce que j'avais dit dans vos propos. Donc bravo. On peut étendre tout ce qui s'est dit, cette restitution à l'échelle de la France entière, parce que c'est la Charente, on retrouve les mêmes problématiques. Une remarque du Père Morin qui m'a bien frappé, c'était cette histoire du temps long. Effectivement, on est à l'interface entre la Deuxième Guerre mondiale et le XXIe siècle. Ça m'a fait rappeler de ce qu'on disait d'une tribu, je ne sais plus laquelle, aux États-Unis, avant les États-Unis, on va dire, qui
investissaient, qui travaillaient, qui contribuaient jusqu'à la 7e génération. Et en amont, j'avais un oncle missionnaire en Afrique, et qui est décédé depuis, mais il me disait, mais là-bas, les gens, à l'époque, ils connaissaient leurs ancêtres jusqu'à la 8e génération. C'est-à-dire qu'on a perdu la filiation, on a perdu le sens de la famille, donc le sens, et ça me fait dire aussi que le premier lieu, on a évoqué par exemple les scoutismes, où il y avait un lieu démocratique d'expression de libre parole. La famille, c'est le premier lieu de la démocratie. Et si on détruit la famille, on détruit la société. Et on a loupé le coche, je pense, il y a 5 ans, avec cette histoire du mariage pour tous, où on a supprimé la dualité et l'altérité homme-femme. Donc c'est la base de la filiation, ça. Donc on peut se poser la question, est-ce que nous, chrétiens, Église, on n'a pas raté quelque chose à ce moment-là? Merci. Merci de votre témoignage. Une autre, alors, madame, ici, et ensuite monsieur au fond de la salle. Bonjour. Bonsoir. Donc, je suis Elisabeth Mercier-Chollet, vice-présidente du Secours catholique. Tout ce que j'ai entendu me paraît intéressant et je retrouve beaucoup des valeurs que nous défendons au Secours catholique, où beaucoup de personnes retraitées viennent donner du temps pour accueillir, écouter des personnes qui vivent des difficultés matérielles ou d'isolement. Nous avons effectivement des retraités, jeunes ou moins jeunes. Certains sont bénévoles depuis 20 ans et continuent à donner du temps et y trouvent beaucoup de joie parce qu'il y a une rencontre et un partage entre des personnes qui ont vécu des choses différentes et cette rencontre permet d'évoluer. Au niveau du Secours catholique, nous avons organisé une rencontre à ma campagne avec des personnes que nous accueillons dans un groupe convivial. Et ça a été un moment très fort et très intéressant où les personnes ont pu s'exprimer. Elles n'auraient pas pu venir à un débat, c'était trop compliqué pour elles. On a fait un compte-rendu, une restitution. Et en France, 150 débats ont été organisés par des délégations du Secours catholique. Une synthèse a été faite. Et il y a quand même des petites différences sur les causes. Les causes principales qu'on fait ressortir, les personnes que nous accueillons, les causes des difficultés qu'elles vivent, c'est l'accès aux droits, le travail dévalorisé, le pouvoir d'achat, l'isolement, suivi par la santé et le mal logement. Donc il y a beaucoup de points communs, mais il y a des différences liées à la précarité. Merci de votre éclairage. Et puis, pour le Secours catholique aussi, d'être présente. Le Père Laurent Morin, vous vouliez dire quelque chose avant que nous passions la parole au fond de la salle. Juste pour compléter ce que vient de dire Elisabeth, il y a eu beaucoup aussi de débats, d'échanges dans des communautés, dans des paroisses, en lien justement avec ces questions. Et voilà, elles sont aussi à prendre en compte en parallèle avec les débats de RCF. Merci, bien sûr. Alors maintenant, monsieur, merci de vous lever. Voilà, c'est parfait. Nous vous écoutons. Bonjour à tous, Bonsoir. Nicolas Delcourt. Je vois bien que je suis très sensible à ce que vous mettiez en avant le mot espérance. Et j'ai en effet pu assister, dans le cadre du grand débat, à une réunion entre un des députés de la Charente. Et il y avait beaucoup de gens de Gilets jaunes. Une ambiance très tendue au début. Et à force que le débat avance, il y a eu un peu d'espérance. Mais je voudrais quand même un petit peu m'interroger sur l'espérance que vous partagez tous. Parce que moi, je n'y ai pas que de l'espérance. Je n'ai pas que de l'espérance parce que vous avez beaucoup mis en avant, et je partage tout à fait ce sentiment, la nécessité de la confiance. Et on a bien vu, à travers toutes les contributions, que nombre de gens trouvaient que le pouvoir d'en haut ne faisait pas confiance aux échelons plus locaux. Mais je vois aussi qu'au niveau local, il y a un manque de confiance entre soi. Je suis frappé quand même de noter que certains qui demandent beaucoup de confiance du haut vers le bas ne sont pas capables de se choisir des représentants. Que dès que quelqu'un se met en avant, on dit non. Et on dit plus que non. Quand certains se sont mis ensemble, se sont dit, moi, je vais vous représenter, ils ont reçu des petits cercueils.
en disant vous n'avez pas le droit de me représenter. Donc, quand ceux qui mettent en cause le manque de confiance du haut vers le bas refusent tout compromis et refusent tout système de représentation, moi, je n'ai pas tant d'espérance que ça. Et dans le bien commun que vous avez, dans les mots du bien commun que vous avez mis en valeur, moi, il y a 2 mots qui me manquent. Il y a le très beau mot de la paix. Il n'y a pas le mot démocratie et il n'y a pas le mot Europe. Et pour moi, il n'y a pas de paix sans Europe et sans démocratie. Je vous remercie. Merci de votre éclairage et de ce point de vue que sans doute certains d'entre vous partagent et que j'ai déjà entendu dans nos débats dans les doyennés. Maintenant, une autre personne devant. Voilà, si vous voulez bien vous lever, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, Pascal Monnier. Je suis élu local et je voudrais vous dire merci d'une part de toutes ces contributions qui donnent de l'élan et de l'envie, mais je voudrais vous dire message reçu en quelque sorte. En tant qu'élu local, effectivement, il nous faut renouveler la vie démocratique, y compris la vie démocratique locale, qui est pourtant une des plus fécondes, des plus riches, parce que nous sommes effectivement en proximité. Mais il faut repenser, en quelque sorte, notre façon, y compris d'aller, Nicolas, j'ai oublié votre nom, pardon, Nicolas disait, il faut aller vers les gens qu'on ne voit pas. Il faut aller vers les gens que l'on ne connaît pas. On a dans une vie locale des interlocuteurs que l'on voit très souvent. Eh bien, il faut maintenant qu'on renouvelle notre façon de travailler pour aller vers des gens que l'on ne voit pas et pour consulter, pour faire participer à notre vie locale ces gens-là. On a un certain nombre de dispositifs qui existent. On est en train de mettre en place, par exemple, à la ville d'Angoulême, un budget participatif. C'est un outil qui permet cela. Il y a à l'agglomération, par exemple, un conseil de développement. Vous citiez tout à l'heure la nécessité d'une assemblée citoyenne locale. Il y a des conseils de développement. Ce sont des assemblées de citoyens, mais il nous faut faire davantage pour aller solliciter nos concitoyens et pour faire participer nos concitoyens. Donc, message reçu. Merci. Merci. Et puis d'avoir pris en compte et d'être sur la bonne voie. Alors, plusieurs personnes se manifestent. D'abord, madame sur la gauche et ensuite monsieur dont je vois la main se lever là-bas au fond. Alors, madame. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, je suis Agnès Bell, je suis conseillère départementale. Donc j'ai noté tout à l'heure qu'on avait bien évoqué les députés, les sénateurs, les maires, mais pas le département. Donc je me permets. Si, à travers monsieur, avec le représentant de son. Ben, c'est vous d'abord. Je vous ai cité. Ah, vous n'étiez pas arrivé. Dans les contributions. Donc je voulais simplement dire que c'était un échelon effectivement très présent en termes de proximité. Donc il y a eu, parmi les contributions, bien sûr, on pourrait réagir à des tas de choses. Il y a une chose qui ne me semble pas avoir été évoquée, en tout cas restituée aujourd'hui, et qui peut peut-être permettre de faire une passerelle, qui est ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. C'est la manière qu'il y a de faire une charnière entre le monde économique dont malgré tout on a besoin pour que les choses avancent, le lien social entre les gens et la prise en compte de l'humain au sein de la nature, mais aussi au sein de l'économie. Or, l'économie sociale et solidaire est un vaste champ qui est en grand développement et à l'égard duquel, en tout cas, le département, pour ce qui est du domaine dont je m'occupe, est très, très attentif. À partir de là, je pense que ça suppose que l'économie se mette donc au service des gens et des territoires et qu'on croit à l'évolution du monde économique et social, non pas en parallèle, mais en cohésion et en cohérence, et qu'on aussi croit en soi. Donc j'ai entendu plusieurs fois l'idée de croire en soi, de se changer soi-même. Et je pense que c'est aussi une piste d'espérance que de se dire, si chacun y va de sa petite pierre, on a tendance à dire le diable se niche dans les détails. Moi, j'ai envie de dire que le bonheur se trouve dans les petits pas. Donc à partir de là, ça suppose, comme le disait Nicolas tout à l'heure, peut-être des renoncements, peut-être des concessions. En tout cas, j'ai envie de dire peut-être plutôt des choix qu'il faut faire. Et ça, c'est chacun chez nous, dans notre vie, que l'on pourra le faire. Il y a une expression qui m'a d'ailleurs été donnée par un de mes enfants adultes, qui disait finalement l'avenir, c'est la frugalité heureuse. Et je trouve que l'expression est belle et que c'est une manière de conjuguer tout ça, de façon à économiser la planète, évidemment. Et pour rebondir sur ce que disait mon collègue de la ville, je crois qu'il faut croire aussi en l'intelligence collective.
Merci beaucoup, et puis soyez certaine que le département n'a pas été absent, évidemment, de ces débats dans l'ensemble du territoire. Alors, je crois qu'il y a une personne au fond qui voulait prendre la parole. Voilà, oui, M. Bonneau, d'ailleurs, était au débat de Cognac. Voilà. Sur l'engagement à faire autrement quand on est élu, je le redis parce que je le dis souvent, cette parole que l'on va donner aux citoyens à un moment, il faut en prendre compte véritablement. Et c'est là où la confiance, elle se refera. Parce qu'on voit et on a vu des paroles données, des personnes en précarité qui ont eu la parole dont on n'a pas pris conscience après. On n'en a rien fait de cette parole-là. Et pour donner la confiance, il faut que ces gens, s'ils bâtissent quelque chose, s'ils disent quelque chose, on puisse en faire quelque chose aussi de cette parole. Tant qu'à l'engagement, il me semble qu'aujourd'hui, il y a plein de bénévoles, effectivement. Il y a énormément de gens qui viennent dans les associations, les corps intermédiaires, pour passer, je ne voudrais pas être désagréable, mais le temps, mais qui ne sont pas dans l'engagement comme on peut l'entendre quand on est dans une association. Mais comme je suis un peu du siècle dernier, peut-être que je ne comprends pas tout, mais quand on est dans un corps intermédiaire et qu'on s'engage, on ne s'engage pas forcément 1 heure ou 2 heures par semaine, mais on s'engage dans la tenue de l'association. Merci beaucoup. L'engagement et la parole qui ne devrait pas s'envoler, mais être plus créatrice. Alors, à qui la parole maintenant? Devant Monsieur Michel Adam. Voilà. Le micro arrive. C'est à vous. Merci de me donner la parole, même si j'ai déjà beaucoup parlé. Je voudrais faire 3 remarques. À Cognac, vous avez beaucoup parlé. À Cognac. Et puis tout à l'heure, parce que vous êtes vu en vidéo, hein, mais on ne vous a pas entendu en direct. Alors, on vous écoute sur la l'antenne première d'RCF. remarque, c'est tout à fait sur la question 1, sur les causes, qui étaient toutes intéressantes et toutes, évidemment, des causes. Et je me faisais la réflexion suivante, c'est le découpage entre les causes, en différents types de causes. Il est à la fois utile pour travailler, et en même temps, c'est un piège. Parce qu'une des solutions que nous avons à construire et qui commence à se construire, ça et là, c'est justement le lien entre les différents types de causes. Je vais prendre un exemple. La liaison entre la considération. Tout le monde a besoin de considération. Il y a d'ailleurs une philosophe brillante qui est née à Barbezieux, qui va venir à Cognac bientôt, Corinne Pelluchon, pour ne pas la nommer, nous parler de son livre « Éthique de la considération ». Donc la liaison entre la considération dont chacun a besoin et la diversité des formes de la démocratie, qui est trop faible, cette diversité, eh bien là, il y a des choses à construire. Plus les formes de la démocratie, de la participation seront multiples et testées, expérimentales, eh bien plus la considération, chacun pourra dire qu'il s'y retrouve ou non. C'était la première remarque. La deuxième, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'opposition droite-gauche un peu stérile. À l'âge que j'ai, après avoir testé un peu les deux par ma famille et mes engagements, je suis d'accord avec vous. Sauf que je me dis, attention, le droite-gauche a été très binaire, trop binaire. Mais la suppression du droite-gauche est aussi binaire que la chose. Donc, comment faire? Eh bien, tout simplement faire une chose que nous pratiquons, mais qu'on ne se dit peut-être pas assez, c'est à savoir que l'opposition, le débat, la controverse, c'est fécond, c'est nécessaire, d'abord c'est inévitable, et en plus c'est ce qui nous fait souvent avancer. Alors, pour ne pas être trop général, je vais donner un exemple. Comment se fait-il qu'en Allemagne, qui n'est pas un pays stalinien, communiste, à planification soviétique, on ait réussi dès l'après-guerre à introduire les salariés minoritaires, mais présents dans les conseils d'administration des entreprises au-delà de 50 salariés, et qu'en France, on n'y arrive pas, parce qu'on a l'impression que c'est une espèce de bolchevisation de la société, je ne sais pas. Alors que c'est une mesure qui ferait, moi j'ai été salarié et syndicaliste un peu remuant, et puis après j'ai été patron, donc voilà, de l'autre côté. Et j'ai donc expérimenté les deux situations. On sait très bien que quand des intérêts divergents au service d'un même bien commun qui est la survie de l'entreprise se confrontent, ça débouche sur ce que disait Jean Monnet, des compromis intelligents. Vous voyez, voilà. La dernière remarque, c'est penser pour agir, avez-vous dit. Et j'ai envie d'agir, et alors là je reprends encore Jean Monnet, oui, mais aussi agir pour penser. C'est-à-dire ne pas avoir peur du fait qu'on va se planter, on fait souvent des bêtises, et qu'on avance aussi par nos échecs si on prend le temps d'y réfléchir, si on nous aide à y réfléchir. C'est-à-dire que l'action nous enseigne des choses, y compris et peut-être surtout, et moi j'en ai eu ma dose aussi, d'échecs et de ratages.
Donc voilà, l'action est aussi importante, il faut l'action et la réflexion. Merci beaucoup, Michel Adam. Jacques Thibault, vous voulez réagir? Mais ce n'est pas forcément réagir à ce que dit Michel. Oui, oui, oui. Je partage. C'est sur l'ensemble parce que ça me faisait songer. Quand j'étais jeune, j'étais à la JOC. Et à la JOC, il y avait un éditorial dans notre journal qui s'appelait Jeunesse ouvrière. Et une phrase qui disait ceci, à un moment que j'avais lu, qui disait « Le monde auquel nous croyons, il sera transformé par des gens qui réalisent déjà en eux les transformations qu'ils souhaitent pour l'ensemble. » J'ai gardé dans ma tête toute la vie ces nuances. C'est-à-dire que je suis conscient qu'on a à se changer soi-même, parce que je pense à ce que disait Nicolas au début et tout ça, on a à se changer soi-même, on a à s'ouvrir aux autres, etc. Mais en même temps, il faut qu'on change les structures de ce monde qui va dans le mur. Donc, effectivement, l'intervenant de Cognac qui s'est présenté comme entrepreneur, là, et qu'on a entendu tout à l'heure, c'est lui qui le dit, mais je partage à 100%, évidemment. Ce n'est pas possible qu'on laisse ce monde aller dans le mur avec les normes telles qu'elles sont actuellement. Et on est trop souvent sur l'idée, et malheureusement dans le monde des chrétiens, je rencontre ça assez souvent, en disant, mais il faut qu'on se transforme soi-même. C'est d'abord, on a changé nous-mêmes. Et oui, on a changé soi-même, mais on a aussi à s'engager pour changer ce monde qui va dans le mur. Bien, alors, on sent que vous êtes retraité, mais toujours militant, et ça fait plaisir. C'est pour ça que j'ai fait rayer ancien tout à l'heure. Il m'a fait rayer ancien, oui, voilà. Eh bien, écoutez, nous n'avons plus le temps de prendre d'autres questions. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous ce soir dans cette restitution et que ça apportera des chemins d'espérance. En tout cas, cette émission des Cahiers d'Espérance s'achève. Encore un grand merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont fait l'amitié d'y participer et à vous de l'avoir suivi au fil des émissions passées. La semaine prochaine, nous reprendrons nos émissions en direct du territoire dans les mairies et les paroisses de 19h15 à 20h. La mise en onde et la captation vidéo ont été réalisées ce soir par Basile Dubon, Léa Fressine et Malik Pestana. Retrouvez cette émission ainsi que les précédentes sur notre site rcfcharente.fr. Très bonne soirée et à la semaine prochaine et bravo à tous. Thank you.